Bienvenue à l'école d'architecture de Saint-Étienne. L'école d'architecture de Saint-Étienne est l'une des 20 écoles nationales qui forment les étudiants, des étudiants à devenir architectes, qui délivrent le diplôme d'architecte. Et l'école est très implantée dans son territoire Saint-Étienne et est partenaire de la Fête du Livre de Saint-Étienne. Donc régulièrement, nous accueillons des expositions ou des auteurs, voilà, si possible en lien avec les questions architecturales. Et là, le petit aperçu qu'on a eu juste dans le tour de l'expo vous montre qu'on est bien raccord. Alors cette année, la Fête du Livre met à l'honneur les éditions Sarbacane, qui fêtent leurs 20 ans, des éditions jeunesse, qui font vraiment du très très beau travail. Et donc dans le cadre du partenariat qui lie la Fête du Livre, c'est-à-dire la ville de Saint-Étienne à l'école, et dans le cadre de ces 20 ans, nous recevons l'un des auteurs majeurs, emblématiques, importants en tout cas, des éditions Sarbacane. Et on en est vraiment très très honoré. Donc Max Ducos, je ne sais pas si on prononce le S, on le prononce, ok. Donc Max Ducos. Donc on a la double chance de l'avoir de deux façons ce soir, donc avec l'expo que vous avez entreaperçu tout à l'heure, puis que je vous laisserai reparcourir ensuite, qu'on vernira à 20h. Et là, il y aura plus d'étudiants, vous verrez, parce que quand il y a de la bouffe, il y a plus d'étudiants. Voilà. Et puis, par une conférence masterclass, je ne sais pas comment appeler ça, que j'ai l'honneur de lancer. Donc je me présente pour la seule personne qui ne me connaît pas, mais aussi pour toi. Donc je suis géographe, enseignant ici à l'école d'architecture, enseignant-chercheur. Mais ce soir-là, maintenant, présentement, je suis moins enseignant-chercheur que fan des ouvrages de Max. Donc c'est aussi avec cette casquette-là que je vais parler ce soir, même si pour coller dans le thème, je vais quand même vous parler de lieux, de paysages et d'architecture. Mais dans une très très courte présentation, parce que le but, c'est pas que je parle beaucoup, mais c'est plutôt de t'entendre. Voilà, donc si je suis fan, je vais rentrer par là, c'est parce que dans les ouvrages que tu réalises, mon fiston et moi, on adore, parce qu'on est toujours projeté dans des lieux, avec leurs espaces, leurs caractéristiques, etc. Alors on lit ça déjà dans une première lecture, et puis après, quand on est le papa qui travaille dans une école d'archi, on essaye de relire aussi, on voit un peu, on essaie d'entreapercevoir des choses de ce qu'il y a derrière. Et ce qui me plaît beaucoup, c'est que justement, donc on est projeté dans des lieux qui sont soit du quotidien, et qui sont donc assez ordinaires, soit plutôt extraordinaires, mais universels. Je pense à la dune du Pilat, ou ce genre de choses, ou la maison architecturale moderne. Voilà, c'est extraordinaire, mais en même temps, tout le monde l'a à peu près en connaissance. Et donc ces lieux pêle-mêle, ça va être une villa moderne, ça va être une maison plus traditionnelle dans mon passage secret, ça va être un bord de mer, une forêt, un jardin, une école, on en a parlé tout à l'heure. Et donc ces lieux sont représentés, vous avez vu les reproductions souvent en images tableau, il y a comme des vignettes aussi, mais souvent c'est quand même de belles images que rendent bien les éditions Sarbacane avec leur grand format. Voilà, c'est souvent travaillé à la gouache, à part l'exception dont tu nous as parlé tout à l'heure. Et donc on est plongé dedans, j'ai l'impression, là c'est ma lecture, je peux peut-être dire des bêtises, hein, mais de trois façons. On est plongé dans ces lieux, on y est immergé. D'abord parce que ces lieux sont attrapés par là ça doit vous parler aux étudiants qui doivent représenter l'architecture et leurs futurs projets, sont attrapés avec des angles en contre-plongée, en plongée, en plan séquence qui tournent sur des pages pour marée haute, marée basse, etc. Donc il y a plein de façons de représenter ces lieux qui sont très très à droite, je trouve, dans l'exécution. Donc là, ça doit parler notamment aux étudiants. On y est immergé aussi de deuxième dispositif parce que certaines images fourmillent de plein de petits détails. Et donc on regarde et puis on a l'œil attrapé par là, puis là, puis là. Et alors on regarde le nom d'un bouquin dans une bibliothèque, puis on regarde un objet et là on tombe sur plein de références artistiques. Elles sont architecturales, elles sont du design, on a vu tout à l'heure. Et du coup on est immergé dans tout ça. Et c'est vachement chouette. Et c'est chouette notamment quand on est le papa qui lit à son fiston, parce qu'après on explique ses références, on essaie de sensibiliser un petit peu à travers ça à des questions d'art qui concernent tout le monde et qui sont super importantes. Et puis après, le dernier dispositif, c'est qu'on y est émergé, évidemment, parce que ça raconte des histoires. C'est souvent des enfants dans les histoires, c'est peut-être toujours même des enfants, presque toujours, des enfants qui vont parcourir ces lieux. Et donc, on l'a vu à travers un petit passage qui va ouvrir sur un grand espace. Et bon, on va rentrer avec eux, avec l'aventure qui leur arrive. Alors, c'est des aventures à la fois du quotidien et en même temps extraordinaires. Ça va être sauver un animal, faire une quête vers un trésor ou ce genre de choses. Et en fait, ça marche pour les petits, parce que c'est leur quotidien, c'est possible, mais en même temps, c'est extraordinaire. Et ça marche pour les grands. Donc ça marchait chez moi quand j'étais petit, c'est ce genre de scénar, et ça marche aujourd'hui, maintenant que je la raconte à mon petit garçon. Donc je me tais,
Mais j'ai voulu un petit peu donner des éléments pour vous introduire tout ça. Et puis maintenant, je vais vous rejoindre et définitivement, j'enlève la casquette d'enseignant pour passer du côté du spectateur et de l'auditeur. Et puis je reviens après pour prendre les questions quand il y en aura, inévitablement. Merci et bienvenue. Déjà, en fait, je n'ai rien à rajouter, c'était parfait. Tu as parlé de la relation avec ton fils, donc la relation père-fils. Donc ça, c'est très intéressant. Et ça fait une bonne transition avec ma première partie, qui est cette citation que j'avais vue gravée en fait, sur une table de l'école d'architecture de Bordeaux, sachant que je n'ai pas du tout fait d'école d'architecture. Mais j'ai été invité à intervenir dans une maison de l'architecture. Je ne sais pas s'il y en a une ici à Saint-Étienne, une maison de l'architecture. Donc à Bordeaux, il y a une maison de l'architecture et ils avaient récupéré pour les ateliers des tables de l'école d'architecture. Et sur une des tables, il y avait gravé comme ça au bic par un étudiant qui devait s'ennuyer en classe. Mon père est architecte, donc je suis. Donc je trouve ça très rigolo. Et moi, ça marche pas mal pour moi parce que mon père est architecte. Voilà. Et quand on était petit, il aimait bien nous emmener, nous promener dans des lieux improbables. Et je pense que c'est ça a pas mal contribué en fait au fait que je me suis intéressé aux lieux dans la littérature de jeunesse. Bon, évidemment, tout le monde reconnaît cette ville, hein, la plus belle ville de France, la ville de Bordeaux, bien sûr, capitale du XVIIIe siècle. Si vous aimez le XVIIIe siècle, la belle pierre, les balcons en fer forgé, Bordeaux, c'est voilà, donc c'est la ville où j'ai grandi, hein, c'est la ville où je suis né, où j'habite. Et c'est dans cette ville que j'ai fait toute ma scolarité, où j'étais assez mauvais élève et j'ai dessiné beaucoup en classe. Ce qui a fait que rapidement vers le collège, je me suis dit, bon, il y a des chances que je fasse des études en rapport avec le dessin, même si en 6e, 5e, on ne sait pas trop ce que ça veut dire, en fait, les métiers artistiques. Est-ce que je vais être artiste peintre ou architecte comme papa? Mais à part ça, j'avais aucune notion de ce qu'on pouvait faire. Donc voilà, quand on ne sait pas trop ce qu'on va faire, ça c'est ce que je dis souvent aux enfants, quand on hésite, eh ben, on va souvent à l'université. Et ça, c'est le bâtiment de la fac d'art plastique de Bordeaux. Un joli bâtiment qui a été construit à peu près dans les années fin 90, début 2000, d'un architecte très connu. Je ne sais pas si quelqu'un peut deviner qui est le spécialiste de l'architecture rouillée. Voilà, c'est donc Fuxas, qui était assez connu à l'époque. Je ne sais pas si on n'en parle plus trop, mais et qui a fait la Maison des Arts de Bordeaux, qui est le bâtiment de la fac. J'ai fait 3 ans de fac d'art plastique, où j'ai appris un petit peu les différentes techniques artistiques qu'on apprend à la fac. Mais ce qui était assez intéressant, c'est qu'il y avait aussi des techniques théoriques, comme l'histoire de l'art ou l'esthétique, qui m'a donné un petit bagage et qui m'a permis de passer des concours, parce que j'avais envie de quitter Bordeaux et d'aller quand même à Paris, parce que quand on veut être artiste, c'est bien de passer par Paris en fait. Donc j'ai passé un concours pour entrer à l'école des arts décoratifs. J'ai raté la première tentative, donc raté. Donc là, c'était déprimé, ma vie elle est nulle, de toute façon je rate tout, voilà. Et puis je me suis accroché, et l'année suivante, j'ai refait le concours, et donc je suis parti à Paris à l'école des arts décoratifs. Alors qui est ce monsieur? Est-ce que vous savez qui c'est? Tu sais qui est ce monsieur ou pas? Il est très connu pourtant, Louis XIV, le roi de France. Alors la petite histoire, c'est que Louis XIV a hérité du château de son père, qui était une petite résidence de chasse à Versailles, et il a transformé ça en un château immense, avec un jardin immense. Pour faire tout ça, il a dû former plein de gens à faire des métiers artistiques, et il a créé une institution qui s'appelle les arts décoratifs. Et c'est son fils, Louis XV, qui l'a transformé en école. Donc l'école est toujours ouverte aujourd'hui, c'est toujours la même. Et voilà l'école des arts décoratifs de Paris, l'école nationale supérieure des arts décoratifs. Donc c'est une école nationale supérieure, donc qui dépend du ministère de la Culture, et qui est à Paris, rue d'Ulm, près du Panthéon, en face de l'Institut Curie et à côté de Normal Sup. Donc on est quand même bien entouré. Et c'est vrai que quand on arrive là en première année aux arts déco, c'est un peu la belle vie qui commence. On est étudiant à Paris, c'est vachement chouette. Alors voilà à quoi pouvait ressembler l'école des arts décoratifs il y a un siècle. Donc vous avez vu, il n'y a que des filles. Donc l'histoire de l'art n'a pas retenu beaucoup de personnages féminins. Et pourtant, les écoles d'art étaient remplies de filles, donc c'est quand même assez étrange. Et bien sûr, les traditionnels cours de modèles vivants. Cache tes yeux si ça te dérange pas, parce que je ne pensais pas qu'il y aurait des enfants. Non, je rigole. Et voilà, aujourd'hui, il y a toujours des filles, il y a toujours des modèles vivants. Et aux arts déco, on apprend à dessiner de façon académique, mais en même temps, on nous laisse très libre dans la création de nos idées de façon théorique.
On peut très bien avoir des idées complètement folles. Là-bas, ils aiment bien ça aux arts déco. Alors qu'ici, en architecture, on doit toujours être assez rationnel. Le bâtiment, il doit quand même tenir. Aux arts déco, on peut vraiment partir dans des délires et on pousse vraiment la créativité. Alors, pour entrer aux arts déco, j'avais développé une technique, puisque depuis le collège-lycée, j'avais une version de 3D Studio sur mon PC. Et je m'amusais à modéliser en 3D des petits volumes comme ça. Et un jour, je me suis dit, ce serait chouette de faire une modélisation en 3D. Et ensuite, bonjour, entrez, je vous en prie, installez-vous. De imprimer comme ça en noir et blanc une feuille et ensuite de partir de ça pour faire une illustration à la gouache qui pourrait vraiment reprendre les couleurs et les perspectives de cette image 3D. Et ce procédé, en fait, ça m'a accompagné pendant toutes mes études. Voilà, donc un autre exemple, donc ça c'est de la peinture sur des feuilles format raisin. Et les ombres et les perspectives sont déduites de la maquette 3D, de 3D Studio. Donc j'avais fait également une petite bande dessinée comme ça, avec cette technique où on voyait une petite fille qui se réveillait comme ça, qui en pleine nuit, qui descendait et qui rentrait dans son aquarium pour aller nager avec ses poissons. Et ça faisait une des fameuses planches, vous savez, qu'on doit mettre dans le dossier, le portfolio, pour rentrer en école d'art. Quand on rentre en école d'art, on doit faire un portfolio où on doit faire 20 planches. Et moi, la première fois, j'avais raté. Donc la deuxième tentative, je me suis dit, mais chaque planche doit être absolument impeccable. Donc je m'étais vraiment démené pour avoir le meilleur book possible. Donc il y avait ce genre de choses. Il y avait ça aussi. Alors ça, c'est pareil, c'est un intérieur un peu architectural, et c'est découpé en carrés. Et en fait, c'est un pulse. Voilà, et ça tenait dans une boîte. Voilà. Et quand c'est mélangé, ça fait presque des choses un peu abstraites. Et ça me plaisait bien. Et je me disais que, voilà, donc ça s'appelle Le Poisson Rouge a disparu. Donc la couverture de la boîte, il y avait la pièce là, avec le bocal vide. Et on trouvait le poisson dans la piscine et on reconstituait en fait l'intérieur. Et ça, je me rappelle que le jury avait bien aimé lors de l'oral d'entretien aux Arts Déco. Et aux Arts Déco, j'ai commencé à faire... voilà. Alors d'abord, je suis parti, donc première année. Deuxième année, je suis parti vers la section volume. Donc c'est architecture intérieure, scénographie, mobilier, design. C'était une année super chouette. Et puis finalement, je me suis quand même dit, non, mais moi, c'est plus l'image qui m'intéresse. Donc en troisième année, je suis reparti en ce qu'ils appellent image imprimée. Et là, j'ai commencé à travailler des illustrations où je faisais intervenir de l'architecture. Donc là, c'est Le Ballon Rouge. Je ne sais pas si vous voyez le film d'Albert Lamoris, le film Le Ballon Rouge, qui est un très beau film en noir et blanc. Et je me suis dit, tiens, on pourrait faire une version comme ça se passe dans les années 50, avec une architecture comme ça, un petit peu années 50. Donc avec la classe, le ballon rouge comme ça qui va à l'école. Je vous conseille de voir ce film qui est un grand classique du cinéma français pour les enfants. En parallèle, quand on est étudiant aux arts déco, on fait des voyages et on fait ce qu'on appelle du dessin d'espace. Ça, je pense que vous en faites beaucoup ici à l'école d'archi. Et là, c'est des peintures que j'avais fait à Istanbul. On avait fait un super voyage à Istanbul. Et donc là, le but, c'était de s'installer en fait dans le paysage et de peindre comme ça à la gouache en fait croquis de voyage. Donc toutes ces choses-là, en fait, aux Arts Déco, ça a vraiment enrichi en fait mon rapport au lieu, mon rapport à l'architecture, mon rapport à l'envie de peindre. Et j'ai fait quelques images, je me rappelle, avec toujours cette même technique que j'avais mis au point. Et ces images-là, en fait, qui racontaient l'histoire d'un chien babysitter, et ben, je les avais envoyées pour le concours de Bologne, puisque je ne sais pas si vous connaissez, mais en fait, Bologne est le plus grand salon du livre jeunesse du monde. Et tous les ans, les étudiants de toutes les écoles d'art sont invités à envoyer 5 images pour la sélection de Bologne. Et si les images sont sélectionnées, on est dans le catalogue de Bologne, donc c'est un peu une super référence. Et ces images-là avaient été sélectionnées, ça m'avait vachement mis en confiance. Et je m'étais dit, bon, ben, je suis en 3e année, maintenant l'année prochaine c'est la 4e année, il faut que je fasse mon projet de diplôme. Et ben, je vais faire un livre qui utilise cette technique. Donc là, on arrive à la deuxième partie. Vous pouvez admirer la profondeur du jeu de mots quand l'architecture se livre. Et voilà, donc mon projet de diplôme, jeu de piste à volubilis. Je me suis dit, je vais faire un livre pour enfants où le personnage principal sera une grande maison moderne, puisque quand je l'ai fait, c'était en 2005, il n'y avait pas beaucoup de livres jeunesse qui traitaient de l'architecture. Je me suis dit, ben voilà, je vais être un pionnier, je vais faire une maison moderne bien blanche, voilà, donc après il me fallait une histoire, donc j'ai mis une petite fille, le rapport au conte, le rapport au petit chaperon rouge, Alice au pays des merveilles, tout ça. Une petite fille qui va explorer sa maison. Et je me suis dit, bon, il serait bien qu'il y ait un petit peu un suspense, qu'on ne s'ennuie pas dans l'histoire, donc qu'est-ce qui pourrait faire qu'il y ait un suspense? Je me suis dit, ben, elle pourrait faire un jeu de piste, comme ça, il y aurait un truc à découvrir à la fin.
Et en plus, elle pourrait visiter toute la maison. Parce que moi, ce qui m'intéressait, c'était de faire découvrir au lecteur ce que c'était qu'une maison un peu moderne. Donc à un moment, il y a un indice. Donc dans chaque pièce de la maison, il y a un indice qui est caché. Donc là, l'indice, c'est un tout petit livre vert qui est là-haut, voilà, coincé dans l'énorme encyclopédie. Voilà, là c'est le salon de la Villa Volubilis. Donc, donc je m'étais inspiré. Donc mon papa nous avait construit une maison de vacances. Donc je m'étais un petit peu inspiré au niveau de la cheminée et de l'escalier. Et j'avais profité évidemment pour mettre du mobilier contemporain assez connu, notamment les canapés de Le Corbusier. On a dit la bolchère de Hero Ornio, la lampe la lampe Tizio. Même la chaîne stéréo, la chaîne CD, c'est une chaîne Bang & Olufsen, hein, avec les CD comme ça. Donc chaque élément faisait partie, ou les tableaux, qui est un tableau de Miro là-haut. Et également, à un moment, comme on suppose que son papa est architecte, donc la petite fille cherche un indice sur le plan de la Villa Volubilis. Donc ce que j'ai expliqué, voilà, le plan, il est comme ça. Ça n'a pas du tout marché. Alors attendez, je reviens. Voilà, le plan montre effectivement ce que je disais, le mélange du père et de la mère, les formes arrondies, les formes carrées. Voilà, et sachant que dans Volubilis, la couleur rouge fait plutôt référence au lien de la mère et la couleur blanche plutôt référence au lien avec le père. Donc j'avais développé toute cette théorie autour de l'album devant le jury, et le jury avait été séduit, a mis une bonne note, ce qui m'a permis d'obtenir mon diplôme. Et en plus, dans le jury, il y avait des éditeurs qui étaient là, qui cherchaient un petit peu des nouveaux projets à publier, et ils avaient flashé sur ce livre-là. Et c'est comme ça que mon métier a commencé, en fait, à la sortie de l'école, de fabriquer des livres pour enfants. Je vais remettre comme ça, voilà. Voilà, deuxième livre, L'Ange disparu, avec donc assez rapidement, j'ai eu un éditeur coréen qui a été hyper fidèle et qui a traduit absolument tous mes livres, puisque les Coréens ont décidé que la culture passait par le livre pour enfants. Donc, alors c'est assez classique quand on sort un livre pour enfants d'être traduit en coréen. Donc, assez régulièrement, je recevais mes exemplaires traduits en coréen, et j'ai eu la chance au printemps dernier, enfin, d'être invité en Corée à un salon du livre. Et donc là, c'est vachement chouette, hein, ça me faisait rêver depuis des années. Et donc là, voilà, c'était fabuleux. Et j'ai pu dédicacer mes livres en coréen, rencontrer l'éditeur et découvrir un peu Séoul et la Corée. Je vous conseille d'aller voir, c'est vraiment, vraiment très chouette, hein, comme endroit. Donc là, voilà, L'Ange disparu. Donc là, c'était vraiment l'univers du musée, l'univers des tableaux, et en particulier ce tableau de Mondrian, puisque le petit garçon cherche un angelot qui s'est échappé d'un tableau baroque, donc de François Boucher, peintre français, et l'angelot se serait caché dans le tableau de Mondrian, parce qu'il y a un indice par terre. Est-ce que tu vois l'indice? Une plume, très bien. La plume, en fait, suggère à Éloi, le petit garçon, que l'angelot serait dans le Mondrian. Alors, pour la petite histoire, Mondrian n'a jamais utilisé de verre dans ses tableaux, mais quand j'ai fait ce livre en 2008, Mondrian n'était pas dans le domaine public, donc on ne pouvait pas faire de Mondrian dans un livre. Donc pour me protéger, comme Mondrian avait écrit que le vert n'était pas une couleur, ben, je dis, ben, moi je mets un peu de vert, comme ça évoque Mondrian, mais ça n'en est pas, au moins je risque rien. Les références artistiques, voilà, dans Le Royaume de minuit, donc ça c'est la classe d'art de l'école. Voilà. On me voit là dans le miroir là, en train de peindre, parce que en parallèle avec les livres, j'ai toujours fait de la peinture. J'ai toujours, voilà, moi c'était mon job d'étudiant quand j'avais 18 ans, je peignais sur la plage, je vendais des tableaux. Et en parallèle avec les livres, je fais de la peinture, je fais des expos de peinture. C'est vraiment un autre métier, mais j'aime bien passer de l'un à l'autre. Le Royaume de minuit, donc là encore en référence bien sûr à l'histoire de l'art. Je ne sais pas si vous arrivez à voir le tableau qui m'a inspiré pour ce... si ça vous dit quelque chose? Oui. Alors, ce que vous dites est très intelligent, parce qu'à l'origine, effectivement, c'était Zeus, mais justement, c'est une autre version, c'est Ingres, Napoléon, l'empereur Napoléon, qui pose comme Zeus sur son trône, dans la même position, avec une couronne de laurier en or derrière lui. Donc là, j'ai mis un cerceau. Et donc, le petit garçon Achille, qui est un personnage mégalomane, donc c'est vraiment ce que je voulais faire dans cette histoire. Là, en fait, se couronne roi comme Napoléon et pose sur son trône comme ça. Alors, grâce à ces livres-là, j'ai commencé à faire des expositions et à faire des travaux avec les scolaires. Et notamment à Bordeaux, nous avons la chance d'avoir une très belle cité de Le Corbusier, qui est un travail de jeunesse du maître,
qui s'appelle La Cité Frugès. Donc, dans la vidéo qui est à l'exposition, si vous passez devant, vous verrez hein, les collégiens hein, qui ont travaillé sur la Cité Frugès. Peut-être que j'ai une autre image après. Voilà, en parallèle, je fais de la peinture qui s'inspire aussi un peu d'architecture. Là, c'était une série sur une maison d'Arcachon, où il y a comme ça, en fait, c'était une histoire en 5 ou 6 tableaux d'une femme qui visite avec des agents immobiliers une maison moderne qui existe vraiment. Et la femme, peu à peu, se fait happer comme ça par la mer. J'ai utilisé aussi la peinture pour mettre en avant un patrimoine architectural bordelais qui est en train d'être redécouvert. C'est-à-dire que quand on pense à Bordeaux, on pense souvent, comme je disais, au XVIIIe siècle, au miroir d'eau, le pont de pierre, la place des Quinconces. Mais on a des bâtiments qui ne sont pas encore vraiment appréciés à leur juste valeur par les Bordelais. Et je m'étais dit que ce serait chouette de les peindre et de faire des séries d'images pour justement mettre le focus sur ces bâtiments. Donc voilà, on va voir la caserne des pompiers qui est faite par un groupe d'architectes dont Jean Prouvé qui a participé hein, pour les parois métalliques rouges. Et un énorme bâtiment comme ça de caserne qui est sur les quais de Bordeaux, donc qui est très visible et qui a souvent été pas du tout assumé par la ville et qui aujourd'hui commence un petit peu à être... On dit, ah oui, en fait c'est pas mal finalement, ça commence à se patiner un peu, donc... Voilà, mais c'est toujours une caserne, il y a toujours des pompiers, et c'est vraiment en plein centre, face à la Garonne. Voilà. Et donc cette série d'images avait donné lieu à une exposition qui s'appelait Icônes urbaines. Voilà, alors là, le pont de pierre, bon, les quais de Bordeaux. Là, j'avais montré avec les gouaches que j'utilise hein, pour toutes mes illustrations. J'utilise des gouaches de marque Linel, je ne sais pas si vous connaissez, qui est la marque de référence en gouache. Également, petit clin d'œil, quand on est illustrateur, quand on fait des livres, on nous demande aussi beaucoup des affiches de salon du livre. Et moi, c'est vrai que même dans les affiches, j'aime bien recréer de l'architecture. Donc là, architecture par le livre, voilà, ce qui me permet aussi de citer des petites références de livres. Voilà, il y a Où est Charlie en bas, par exemple. Oui, exactement. Le voyage extraordinaire. Bordeaux, Vers secret. Voilà, donc ça, c'est dans l'exposition. Donc là, c'est le jardin. J'y reviendrai après, hein, mais c'est une fois de plus, j'avais modélisé en 3D tout mon jardin imaginaire pour raconter cette fois l'histoire de 2 enfants qui ne se connaissent pas et qui vont se rencontrer. Donc forcément, la rencontre, il y a un garçon et une fille. Donc cette rencontre, ça va être assez tumultueux, ça va être assez conflictuel. Et puis finalement, ils vont faire connaissance, ils vont s'apprécier, et peut-être même plus. Donc pour parler de tout ce langage symbolique, sentimental, j'avais utilisé les fleurs, puisqu'il y a des fleurs tout au long de l'album qui, par le langage des fleurs, en fait, nous racontent ce que les enfants ressentent. Donc c'est vraiment en second plan, il faut vraiment analyser les images pour savoir ce que les enfants pensent, grâce au langage des fleurs. Mais à part ça, ça reste une chasse au trésor, puisque les enfants sont sur la piste d'un trésor qui serait enterré quelque part depuis 200 ans dans ce jardin. Évidemment, je ne dis pas ce que c'est. Je vous invite à lire le livre. Voilà, donc ça commence comme ça, une grande chartreuse 18e, et puis une petite fille Flora qui a apporté une espèce de fleur en argent qui viendrait de ce château. Et la grand-mère a envie de demander à la boutique de souvenirs voilà, d'où vient cette fleur, mais elle se repose un peu, on va attendre un petit peu. En attendant, va te promener dans les jardins. Et en se promenant dans les jardins, elle rencontre un petit garçon qui est le fils du jardinier, voilà, qui l'espionne, qui est ici, et qui va lui voler sa fleur, parce que lui, il sait très bien ce que c'est. Finalement, ils vont s'associer pour partir ensemble à la recherche de ce trésor, parce que lui connaît la légende qui prétend que le secret serait caché sous la tour que regarde la déesse. Voilà. Donc il y a même un chantier de fouilles qui a commencé sous une des tours, mais pour l'instant, ils n'ont rien trouvé. Et donc peut-être que c'est pas de ça qu'il s'agit. Alors, à l'occasion de ce livre-là, je m'étais amusé à faire des lettrines. Voilà, parce que quand on fait l'école des arts décoratifs, on ne peut pas s'empêcher en fait de tester toutes les techniques artistiques qui nous tombent sous la main. Donc que ce soit du graphisme, parfois de la vidéo, de la bande dessinée, du travail sur le textile, du papier peint. Dès que j'ai l'occasion de créer un truc nouveau, moi ça m'a toujours plu. Donc dans Vers secret, j'avais fait des lettrines. Et d'ailleurs, la première lettre du livre, qui est un O, voilà, eh bien, est ornée d'une fleur qui est une fleur de Volubilis, en référence à l'album Je pisse à Volubilis. Donc il y a toujours un lien d'un album à l'autre. Bon, c'est un peu subtil, mais...
Alors, je viens à ce que je disais par rapport aux fossiles. Donc là, c'est un nouveau chapitre, c'est quand le livre lui-même devient une architecture, parce que c'est chouette de représenter l'architecture dans les images, mais je me suis posé la question, est-ce que le livre ne pouvait pas lui-même être une architecture? Et donc j'avais flashé sur une maquette comme ça, alors c'est pas celle-là exactement, mais il y avait ce système de topographie, et je m'étais dit, il faut vraiment trouver quelque chose à faire avec ça. Et donc voilà. Et j'avais fait cette maquette au début. D'ailleurs, au tout début, il n'y avait même pas les petites plantes. Il n'y avait que de la terre. C'était vraiment très minimal. C'était blanc. Et il y avait marqué paléontologie en gaufrage. Donc c'était vraiment un livre hyper minimaliste. Donc les éditeurs comprenaient même pas tellement c'était simple. Mais moi, j'ai dit, mais si, c'est évident, c'est radical. Bon, et en fait, dans le milieu de la littérature de jeunesse, il faut se méfier de ce qui est trop radical. Il faut plutôt être grand public. Et Sarbacane aime bien quand même les livres ouverts à tout le monde. Et voilà. Là où d'autres éditeurs prennent plus de risques, Sarbacane, ils aiment bien quand même toucher tous les enfants, ce que je respecte. Voilà, donc deuxième version de la maquette, le fossile, donc un titre un peu plus accrocheur. Et puis le bord était couleur beige avec des petits personnages comme ça, des petits paléontologues qui trimballent les sauts de terre. Voilà, et le principe, c'est que le texte est écrit sur la partie gauche, et au fur et à mesure où on tourne les pages, on enlève de la terre et on creuse. Donc moi, j'étais hyper content de mon idée. Et j'ai un copain métalleux qui m'a dit « Ah ouais, c'est comme le CD de Metallica ». Je dis « Ah bon ?» Et en fait, je crois que c'est Metallica qui a fait un CD où la pochette, en fait, c'est pareil, c'est un peu un principe comme ça. Il y a une tombe et en fait, on creuse et le trou, on se rapproche en fait comme ça du cercueil. Donc c'est assez rigolo. Des fois, on tombe sur une idée et dans un domaine tout autre, on voit qu'il y a des gens des idées voilà, qui font écho. Voilà, à la fin, on déplie le livre, hop, et on a un dinosaure en maquette. Donc là, j'avais fait la maquette vraiment bricolée avec de la colle, du scotch, le matériel de maison. Et ensuite, Sarbacane a donné ma maquette à un ingénieur papier qui a rendu possible, en fait, d'un point de vue impression, la maquette. Alors ce livre-là, je l'ai fait, ça devait être vers 2017 ou je sais plus. Mais il faut savoir que le pop-up aujourd'hui est un peu moins à la mode parce que depuis la crise Covid et tout, le carton a vachement augmenté. Voilà, depuis Amazon, il paraît que Coca-Cola aussi utilise énormément de carton pour les packs de canettes. Donc, et puis il y a aussi un côté éthique dans le pop-up qui est tout le temps fabriqué en Chine. Donc il faut quand même imaginer qu'il y a des petits Chinois qui collent comme ça, un par un, les pièces de pop-up très compliquées. Donc aujourd'hui, on a l'impression que voilà, on est un peu vers des livres un peu plus sobres, on va dire, un peu plus éthiques. Là où peut-être il y a 10 ans, le pop-up était vachement à la mode. Voilà, le livre final, c'est devenu noir. Le fossile en os, toujours, et avec la fenêtre. Et c'est le premier livre que j'ai fait où la couverture était ajourée. Voilà, comme j'ai fait après dans mon passage secret ou dans Mario de marée basse. Voilà, là vous avez l'évolution. Le premier, paléontologie, que du gaufrage. Ensuite, deuxième maquette. Après, on fait une maquette en blanc. Donc ça, quand on fait un livre, l'éditeur commande à l'imprimeur une maquette en blanc. Et c'est ça qui va définir un budget pour imprimer le livre. Et une fois que la maquette en blanc est validée, il n'y a plus qu'à imprimer les pages et ça fait le livre. Donc c'était marrant de voir les différents stades. Alors, autre exemple d'un livre architectural, le Jardin des animaux disparus, qui n'a jamais été publié parce que c'était un peu compliqué à faire, mais je m'étais bien amusé à faire ce petit projet. Donc, il y a des animaux disparus qui existent, hein, ça, je pense que tout le monde les connaît. Hein, donc là, c'est le dodo, hein, qui est l'animal emblématique des animaux disparus. Et donc, en fait, l'idée, c'était, dans ce livre-là, les animaux, en fait, sont décrits par voilà, un petit texte, et ils ont disparu également de la page. Donc, ils sont en découpe dans la page. C'est un peu compliqué à faire. Voilà, donc là, c'est le lièvre wallaby en Australie. Donc, ça a disparu à cause des renards. Et le renard a été introduit en Australie parce qu'il y avait des lapins qui avaient envahi. Et voilà, donc, on a mis des renards. Donc, les renards ont mangé les lapins et les lièvres wallaby qui donc ont disparu. Donc, ça peut faire bien comprendre ce qu'une espèce peut faire dans l'environnement. Et voilà, l'oiseau-éléphant. Et à la fin de l'histoire, on arrivait comme ça dans un petit pop-up comme ça et une petite enveloppe en ciel où on retrouvait en fait les animaux comme ça qui étaient tous dans l'enveloppe comme ça. Et le livre se dépliait et devenait une architecture. Donc il y avait une sorte de petite haie comme ça et on fabriquait un petit jardin avec des petites herbes et on pouvait remettre comme ça les animaux qui sont découpés. On vient les reclipser comme ça sur les petites haies pour recréer le petit jardin et être là, ah, ils sont tous là, ils sont revenus.
Donc c'était un peu un délire. Et à la fin, on ouvrait la grande porte rouge. Voilà. Et ils sont libres. Donc c'était un livre un peu conceptuel. Mais l'éditeur m'avait dit c'est très joli, mais ça coûtera beaucoup trop cher et c'est beaucoup trop fragile. D'accord. Bon, donc j'ai gardé la maquette. Alors, les ateliers. Donc ça, c'est l'architecture. En fait, là, ce que j'avais prévu de vous dire, c'était autour de l'architecture qui m'a mené au livre. Et ensuite, du livre, on retourne à l'architecture. Et en jeunesse, en fait, l'architecture, c'est vachement important dans les écoles parce que les instituts ne sont pas forcément formés à l'architecture. Donc, c'est très précieux d'avoir des gens comme ça qui parlent aux enfants d'architecture ou qui leur font des ateliers d'architecture ou d'art plastique. Donc, vous êtes étudiant en architecture, donc c'est quelque chose que vous pouvez tout à fait imaginer. C'est un jour, voilà, faire un travail comme ça avec les scolaires. On n'y pense pas forcément. Mais donc, les tout premiers ateliers que j'avais fait, c'était sur le thème du design. Donc là, je mettais un gros tas de matériaux de récupération sur les tables et les enfants devaient faire il y avait un petit bonhomme comme ça, un petit bonhomme en bois qui donnait une échelle et les enfants devaient faire un siège. Voilà. Et j'ai eu des trucs vachement chouettes, voilà, créés par des enfants. Donc ça, c'était autour de jeux de pistes à volubilis. Donc généralement, d'abord, on présente l'album, on répond aux questions des enfants sur l'album et puis on prend 1 heure après la récréation pour faire l'atelier. Donc voilà, ça c'était sur le thème du mobilier. Donc j'amenais le tas de matière, ils se servaient et ils construisaient comme ça des petites chaises. C'était assez rigolo. Un autre atelier, celui-là je l'ai fait dans la maison de l'architecture de Lille. Donc les enfants construisent des petites chambres et ensuite en fait chaque chambre est inclue dans un espèce de grand building comme ça que j'éclaire de l'intérieur par une petite guirlande de lumière. Et donc là c'était pour leur montrer l'idée d'un travail particulier qui va finir sur une œuvre collective. Donc ça pour expliquer aux enfants que la société peut fonctionner comme ça, c'est-à-dire qu'on est chacun d'abord avec soi-même, avec son questionnement personnel, et ensuite on se rassemble pour créer une grande œuvre collective. Voilà. Et après c'est joli parce qu'on éteint la lumière et du coup les petites chambres sont éclairées et des petits lustres. Bon, ça c'est très ludique et ça c'est un atelier qui dure 1 heure, 1 heure et demie. Donc il faut vraiment que tout soit prêt à l'avance. Et ça c'était vraiment parce que c'était demandé par la maison de l'architecture de Lille. Donc alors, autre atelier qu'on a fait là avec un centre de loisirs sur le thème de le coin lecture. Donc, alors là, c'était pareil, c'était assez chouette comme j'avais amené plein de matériaux et les enfants devaient faire des espèces de. Mais déjà, on pourrait croire qu'on est dans un niveau étudiant là. Déjà, c'est des petites recherches sur les matières pour créer les petits cocons pour que l'enfant puisse lire son livre. Voilà, alors avec du carton ondulé, du papier alu. Voilà. Et un petit bonhomme là, comme ça, qui lit son livre dans son coin lecture. Là, c'était en bande plâtrée. Voilà, en laine. En fait, j'ai un énorme sac avec plein de matériaux. Et quand j'arrive dans la classe, je verse tout ça sur la table. Et puis les enfants, ils se servent. Et on construit des trucs. Voilà, une tête de dragon. Donc là, il y a un siège à l'intérieur. Et l'enfant peut lire son livre dans une tête de dragon géante. Avec les yeux qui font de la lumière, comme ça. Donc voilà, ça, je ne soupçonnais pas qu'il y ait ça. Mais quand on fait des livres, on est amené vraiment à être en contact avec les scolaires. Et le livre, en fait, c'est un point de départ sur toutes sortes de choses. Et plus ça va, plus on nous demande, dans le cas de salon du livre, de faire des ateliers. Voilà. Alors qu'avant, on faisait beaucoup des échanges, répondre aux questions, parler aux enfants, dessiner devant eux. Et plus ça va, plus on nous demande vraiment que les enfants fassent des choses. Alors ça, c'est assez rigolo parce que c'est un petit enfant qui avait fait ce coin lecture. Et sans faire exprès, il est retombé sur un grand classique de l'architecture. Est-ce que ça vous rappelle quelque chose? Normalement, vous devriez sauter au plafond, évidemment. Non? Bon. Donc c'était voilà, Tatlin, le célèbre monument de la Troisième Internationale de Tatlin, qui est un grand classique de la relation entre l'art contemporain et l'architecture. Donc en histoire de l'art, on m'avait pas mal bassiné avec ça. Et donc c'était marrant de voir que l'enfant, sans faire exprès, avait refait la spirale comme ça. Et donc ça, c'est un projet d'un bâtiment, d'une espèce de tour de Babel moderne qui n'a jamais été construite, mais qui est assez important dans l'histoire notamment de l'art soviétique. Alors, les ateliers, ça m'a aussi occasionné des chouettes moments cette fois dans des vrais lieux. Donc là, est-ce que vous reconnaissez la maison? Bon, c'est un peu, j'avoue, c'est un peu cruel parce que c'est vraiment un détail. Peut-être que là, c'est un peu mieux. Voilà, là, les enfants font l'atelier avec. Donc là, il y avait un animateur. Moi, j'étais présent
parce que les enfants avaient lu le livre Je pisse à Volubilis, et on s'est retrouvés dans donc la maison. Donc là, ils ont des petites trucs de mousse qu'ils ont découpés et des feuilles A4. Et en fait, on apprend les préceptes de Le Corbusier. Voilà, puisque l'atelier se passe ici dans la Villa Savoie. La Villa Savoie qui est un peu la première maison moderne, qui date de 1928 et qui a été une des références pour Je pisse à Volubilis. Donc moi, j'étais tout excité d'être là. Et le gars, il faisait sa visite, il posait des questions. Donc moi, je répondais, moi, je sais. Et il supporte. Non, c'est aux enfants que je parle. Vous vous taisez, s'il vous plaît. Ah, pardon, mais moi, je savais parce que personne ne sait, donc je le dis. Bon, enfin, il était assez insupportable. Voilà. Et les enfants, comme ça, à la fin, ont construit leur petite maison moderne, toute mignonne. Voilà. Pour expliquer donc les préceptes de Le Corbusier, c'est-à-dire la façade libre, les pilotis, le toit terrasse, les fenêtres en bandeau. Mais c'était assez efficace. Hein. Je dois admettre que son atelier était assez efficace. Voilà, là c'était les rencontres à la cité Fruges Le Corbusier. Donc ça c'est près de Bordeaux, hein. Ça c'est ce qui correspond à la vidéo qui est projetée là-bas. Et l'occasion aussi de faire des chouettes photos. Donc je vous invite, hein, si vous allez à Bordeaux en voyage d'études architecturales, de ne pas rater la cité Fruges. Autre atelier, c'est toujours sur cette question du collectif et du faire ensemble. C'est atelier autour des artistes contemporains. Et donc là, sur le thème du land art. Et j'ai dit, voilà, on va dans la salle d'activité, on prend les Lego, on prend tout ce qu'on a et on fait du land art. On fait une immense œuvre comme ça, hyper spectaculaire, en faisant d'abord un point au centre de la pièce, avec une ligne, avec une ficelle, on tire un cercle à la craie, et après on positionne comme ça. T'as vu ce que c'était? C'est quoi les 3 éléments? Alors, est-ce que tu arrives à voir? Ben, les petits bâtons qu'on était achetés dans la cour. Tu vois, des fois, on peut faire de l'art avec des choses qui sont vraiment in situ. Voilà, atelier autour de, donc bien sûr, hein, lui, Jean-Pierre Reynaud. Donc on a fait des petits moulages, c'était mignon, des petits moulages comme ça de peau en plâtre qu'on a peint ensuite en doré sur des petits socles en carton plume. Et après, alors voilà, ça date du printemps dernier, et c'était mon voyage en Corée. Et là, je me balade et je tombe sur cette petite maison qui s'appelle Artchild, toute mignonne. Je me dis, mais qu'est-ce que c'est que cet endroit? C'est incroyable. Donc je rentre, et là, je découvre en fait cette demoiselle. Alors en Corée, on fait comme ça avec les doigts. En fait, ça veut dire c'est un petit cœur qu'on fait avec les doigts. Voilà. Et elle me dit, oui, on fait atelier pour les enfants. Donc je dis, mais c'est incroyable. Voilà. Et donc il y avait ça partout, des petites maisons, des petites architectures. Des tiroirs dans tous les sens avec tout ce qu'on peut imaginer pour faire des maquettes d'architecture avec des enfants. Et elle m'a dit, on applique ici la méthode américaine. Ah bon? Donc en fait, il y a une méthode très particulière qui s'utilise pour transmettre l'architecture aux enfants et qui s'inspire apparemment d'une méthode américaine. Donc, alors j'ai pas posé plus de questions, mais j'ai pris quelques photos parce que c'est assez chouette. Voilà, donc il y a des cartons, il y a tout ce qu'il faut. Là-bas, on peut apercevoir des travaux autour de Brasilia. Voilà, Oscar Niemeyer. Et puis voilà, même l'Arc de Triomphe, Paris, du papier. Enfin, c'est foisonnant. Et moi, j'avais envie d'ouvrir tous les tiroirs, parce que chaque tiroir, il y avait comme ça des matériaux. C'était hyper chouette. Et alors là, c'est le méga atelier. Donc là, l'atelier, c'était construire une maison traditionnelle coréenne, entièrement en bonbons. Et chaque enfant repart avec sa maison, dans sa boîte magnifique, avec son ruban. Donc ça, c'est assez fou. Voilà. Mais j'ai dit, mais c'est dingue comme atelier. Comment ça se passe? Mais combien ça coûte? Je crois qu'elle m'a dit que ça coûte à peu près 100 € l'atelier. Donc il faut savoir qu'en Corée, ils sont très pointus sur l'atelier, mais ils n'ont pas le côté que nous, on va avoir, où nous, on a des médiathèques qui vont offrir des ateliers comme ça, gratuitement, à des enfants. Là-bas, ça reste un truc un peu élitiste. Donc même dans les musées, c'est jamais gratuit. Alors qu'en France, en principe, les ateliers sont toujours assez gratuits dans les musées. Alors, pour finir, le livre pour s'inspirer ou pour inspirer. Donc là, je montrais un peu des inspirations parce que moi, j'adore, en fait, le livre, c'est aussi un prétexte pour moi pour aller faire des recherches. Et quand je fais des petits voyages ou quand je prends des notes, parce que je sais que j'ai un livre qui m'attend, ça donne vraiment du relief aux promenades et ça, j'aime bien. Donc là, il y a la maison originale, par exemple, qui est à Arcachon, qui m'a servi de modèle pour faire la maison dans mon passage secret. Vous voyez, donc je ne sais même pas d'ailleurs si les gens savent qu'ils sont dans le livre. Pareil, un architecte que j'adorais quand j'étais étudiant, je ne sais pas si vous connaissez. Voilà, donc Richard Meyer, architecte américain, qui a fait cette maison au bord du lac assez extraordinaire, comme ça, qui jaillissait comme une usine, et qui a vraiment été le point de départ de l'esthétique de la Villa Volubilis, comme ça,
qui monte comme une usine. Alors après, j'ai quand même fait des formes un peu plus lisibles pour la jeunesse, alors que lui, c'est très, très géométrique, c'est vraiment très beau, quoi. Donc là, comme j'en parlais, Le Royaume de minuit, mon album qui se passe dans l'école, et la structure métallique a été créée par Jean Prouvé. Donc là, vous avez un exemple ici du building créé par Jean Prouvé, où on a la structure en métal. Donc là, j'avais pris comme ça pour faire des références. Alors là, c'est une catastrophe, ma photo. Bon, bref. Vers secret, une fontaine qui s'appelle la fontaine d'Elovato. Voilà. Et vous avez à côté l'original qui est à Tivoli. C'est la villa d'Est. Donc c'est très très beau en Italie. Hein. Donc là, j'étais parti un week-end visiter ce jardin extraordinaire pour m'inspirer pour mon livre Vers secret. Donc ça a fait vraiment un voyage d'études de 2-3 jours vraiment magique, quoi. C'était assez top. Donc ça, je vous invite à aller à Tivoli voir ça. En plus, le matin, généralement, on visite la villa Adrien, de l'empereur Adrien, qui est en ruine, qui est extraordinaire. Et après, vous avez la villa d'Est, de la Renaissance. Donc c'est très chouette. Idem pour le mystère de la Grande Dune. Donc là, c'est toujours une forme d'architecture, sauf que c'est un album qui se veut. Donc c'est sur la dune du Pilat. L'architecture, là, c'est la ruine contemporaine, puisque c'est le blocos de la Deuxième Guerre mondiale. Donc là, vous avez le blocos tel qu'il est aujourd'hui et celui que j'ai mis dans le livre. Voilà, donc vous pouvez voir le lien entre les deux images. Voilà, ça c'est des traductions de Jeux de Pisa Volubilis et de montrer comment le livre a inspiré. Est-ce que ça a marché ça? Voilà. Alors là il n'y a pas de son, mais c'était assez rigolo puisque c'est un enfant qui avait filmé sa sœur et qui avait fait un court-métrage Jeux de Pisa Volubilis vraiment fait maison, quoi, où sa sœur comme ça retrace toute l'histoire de la petite fille. Il avait vraiment bricolé ça. Il était en 6e. Et il avait fait le film, donc la bande-annonce, projection privée chez ses grands-parents, donc c'était près de Bordeaux, en invitant Madame l'attachée culturelle de la ville de Martignas, qui était venue donc à la première. Et on avait même organisé une projection en médiathèque de son film, donc c'était assez dingue. Et voilà, il était trop mignon. Et puis, je crois qu'il n'a plus jamais refait de film. Quand je le croise, je lui demande alors, Adrien, tu refais un film quand? Il dit, ah non, c'est beaucoup trop compliqué. Je crois il a vraiment beaucoup travaillé pour ce projet. Et c'est venu de lui-même, en fait. Hein. Il a fait ça tout seul. Donc, c'était assez dingue. Voilà, je pisse à Volubilis. Autre exemple, alors beaucoup plus récent, donc là, ça date du mois de septembre. J'étais. Donc l'année dernière, j'étais au salon de Montreuil, qui en France est notre grand salon du livre jeunesse. Et là, il y a une jeune fille qui vient me voir et qui me dit, je voudrais utiliser Jeux de Pisa Volubilis pour faire un showroom. Donc moi j'ai dit, je ne sais même pas pourquoi vous dites ça, mais allons-y, c'est un nouveau truc, donc moi ça ne me dérange absolument pas. Et donc c'est elle, voilà, elle est très charmante, et elle a créé un showroom pour vendre du mobilier contemporain, du mobilier d'entreprise, autour de la thématique de la Villa Volubilis. Donc elle a acheté les droits pour reproduire la première citation du livre, avec la clé rouge qui rappelle Jeux de Pisa Volubilis et le ballon. Et en fait ça c'est une lampe design en fait, où on allume comme ça. Voilà, à l'intérieur, elle a placé les meubles de son client qui s'appelle Hexagone, qui fait du mobilier de bureau, et elle a disposé un peu en s'inspirant de l'univers de Jeux de Pisa Volubilis. Ce qui fait que quand elle a fait la visite avec des clients potentiels, elle raconte l'histoire, et à la fin, les clients repartent avec le livre. Donc je trouve que c'était une idée assez chouette. Voilà, donc il y a la chambre de la petite fille qui peut servir donc c'est toujours appliqué au monde de l'entreprise. C'est-à-dire que la chambre de la petite fille, c'est plutôt, elle va expliquer que ça va être pour les employés de l'entreprise pour qu'ils se reposent. Si par exemple, il y a une employée qui a besoin d'allaiter son enfant, ou qui a besoin parce qu'elle est enceinte, tout ça, ce type de mobilier peut convenir. Donc c'était assez intéressant de voir. Voilà, là c'est la salle de réunion qui s'inspire de la piscine. Donc la moquette, on la voit un petit peu, est imprimée c'est de l'eau de piscine imprimée. Et ils ont installé une petite échelle pour faire un peu comme dans Volubilis. Et voilà, le jardin secret. Donc à la fin, avec la petite fontaine, avec le mur végétal et un espèce de siège suspendu comme ça. Voilà, et la petite fontaine qu'elle a reproduite d'après Jeux de Pisa Volubilis. Donc ça, moi j'étais assez émerveillé de voir. Donc c'était à La Défense, dans une tour vraiment à Paris, tout un étage d'une tour comme ça où il y avait tout le showroom. Et donc ça a été inauguré il y a à peu près un mois. Voilà, 3 semaines, un mois. Donc c'était vachement chouette de voir que quand on sort un livre pour enfants, qu'il est publié,
qu'il est diffusé, qu'il est traduit dans plusieurs pays, que les enfants le lisent, et qui est en plus transformé après, qui peut être adapté au cinéma ou en théâtre, voilà, ou même en showroom. Donc c'est vraiment la récompense, et, voilà, et ça nous montre le pouvoir de la diffusion du livre. Donc là, j'arrive au bout de mes images. Alors, je vais peut-être vous montrer Ah oui, non, mais alors, d'accord. Je vais juste vous montrer. Est-ce que vous avez des questions par rapport à tout ça? Le temps que je vais essayer de mettre un truc que j'avais prévu aussi. Oui. Alors moi, j'aime bien prendre le temps. Déjà, il y a toute la partie qui se fait dans la tête, où on réfléchit vraiment à tout le concept du livre dans la tête. Ça peut durer des mois, voire des années. Et ensuite, une fois qu'on a signé le contrat marque vraiment le début officiel du travail, puisque quand on signe le contrat, l'éditeur nous donne une date de rendu des dessins. Voilà. Et tout va se passer entre ces deux dates. Généralement, quand on signe un contrat, il y a 6 à 8 mois avant la date de rendu. Et moi, je vais organiser mon temps, et généralement, je vais utiliser tout le temps que j'ai à disposition, parce que je fais d'autres trucs. Au début, je fais un peu de peinture, je fais des rencontres scolaires, des salons du livre. Et puis, plus je me rapproche de la date de rendu, plus naturellement, je vais accélérer dans ma production d'images. Et généralement, j'arrive pile, et je serai la veille, je fais les derniers coups de pinceau la veille du rendu. Ensuite, je vais à Paris. Donc, un livre entier, il faut compter entre 6 mois et 1 an. Mais maintenant, ça peut être un peu plus rapide. Ça peut être, ça peut être 4 mois, 3-4 mois, mais rarement moins. Est-ce que vous avez encore une question? Oui. Déjà, commencer par vous remercier d'être venu. Merci beaucoup. Je pense que pour nous trois, en tout cas, on est venus un peu comme ça par hasard. Et sur le coup, je suis vraiment contente d'être restée puisque j'ai vraiment été happée. Je vous connaissais, je n'étais pas au courant, mais ma petite cousine a pas mal de vos livres. Donc, en tant que grande cousine, je suis la lectrice de vos livres depuis un certain temps. Et, je voulais vous demander, du coup, est-ce que ça vous arrive de commencer, du coup, d'avoir un concept, d'avoir une idée, de vous dire je vais en faire un livre, et d'après pas de totalement dévier, mais vraiment de partir sur quelque chose de différent où vous avez vraiment une idée fixe. Comme vous disiez, il ne faut pas forcément être radical, contrairement à d'autres milieux. Est-ce que ça vous arrive vraiment de partir d'une idée, de dire je vais faire ça? Ou c'est vraiment à partir du moment, comme vous disiez, quand c'est signé, on doit rester sur ce qui a été fait, où il y a des réunions pour montrer comment ça évolue, etc. Non, alors effectivement, j'ai une idée de base qui est assez générale sur un projet. Par exemple, la maison moderne, c'est l'idée de base. Après, j'ai mis une petite fille. Par exemple, dans Le Royaume de Minuit, c'était une école pendant la nuit dans la forêt. Ça, c'était moi. Et puis, il y avait un petit garçon qui était enfermé dans l'école. Et puis, en faisant la maquette du livre, je me suis dit, en fait, il est tout seul. Ce serait bien de lui mettre un copain. Donc, je mets un autre personnage et je réécris toute mon histoire. Dans Mon passage secret, c'était 2 petits frères qui cherchaient le passage secret. Et une copine de ma femme, très féministe, me dit non mais tu rigoles, c'est pas possible, c'est toujours des garçons dans tes livres. Déjà ils sont tous blancs, ensuite c'est que des garçons. Je dis ils sont tous blancs, alors non pas forcément. Des garçons, bah quoi, c'est des garçons. Et donc du coup ça m'a travaillé. Je me suis dit bon bah très bien, on va transformer en fille un des garçons. Voilà. Donc quoi, donc je lui mets une robe rose et je mets les cheveux longs et quoi, c'est une fille, c'est ça? Tout de suite le cliché. Non mais alors d'accord. Donc c'est très compliqué de. Voilà. Donc là j'ai complètement réécrit l'histoire avec cette fois une fille et ça n'a rien changé à mon propos de départ. Donc il y a vraiment une différence entre l'idée de départ, qui est vraiment le point névralgique du livre, et après les détails, et même de mettre 1 ou 2 personnages, ça peut être un détail. Puisque l'idée de départ, c'était vraiment cette idée qui cherche un passage secret qu'il ne trouve pas, sauf que chaque fois qu'il cherche, il tombe sur autre chose. Moi, c'était plus par rapport à l'aspect vraiment pratique des planches et de la création des planches. Oui. Quand vous les réalisez donc à la gouache, souvent, Oui. pour la plupart, c'est sur des grands formats et c'est sur des formats A3 que vous scannez, puis vous les mettez sur des plus petits formats, et combien de temps ça prend aussi à faire ce genre de choses? Alors, il faut savoir que nous, en art, on n'utilise pas format A3, format A4, on utilise format raisin. Vous voyez le format raisin, ici, c'est utilisé en école d'architecture, on utilise format raisin. Donc moi, c'est format raisin. Pour faire une double page, c'est format raisin. Et je coupe ma page en 2, ça fait une simple page. Ça, c'est pour, on va dire, tous les livres à la gouache,
Pour les livres plus petits, comme Mon passage secret, là, c'est les carnets Arches. Les carnets Arches, en fait. Donc là, je crois que c'est 51 par 48. C'est un peu plus petit. Et pareil, une simple page, une double page. Voilà, là, je voulais vous montrer ça qui était assez intéressant par rapport à la création du livre. C'est le livre Vers secret que j'avais envoyé à mon éditeur vraiment en construction. Donc la couverture, que j'ai fait l'image, j'ai fait une photo, j'ai rajouté le titre vite fait comme ça, avec mon idée de page de titre. Donc pareil, j'ai une illustration, je la scanne, je la positionne. La typo n'est pas du tout définitive. Et ensuite, voilà, donc là sur le demi-raisin, j'ai mon dessin et je vois parfaitement en fait la petite fille dans le grenier, parce que j'ai adoré l'idée en fait d'avoir une histoire qui se passera dans un jardin, mais qui commence dans un lieu qui n'a rien à voir. Et ça, c'était moi quand j'étais petit, j'adorais les films Indiana Jones. Et dans les films Indiana Jones, il y a toujours une scène d'action dans un lieu qui n'a rien à voir avec la suite du film. Et donc, je voulais faire la même chose. Donc, ça commence dans un grenier. La petite fille a trouvé une fleur bizarre en argent dans une malle de son grand-père ou de sa grand-mère, et elle joue un peu qu'elle est une princesse. Donc, c'est sur la question de le mythe de la princesse à son balcon qui va appeler son prince charmant. Voilà. Donc, sauf que la princesse a les cheveux courts, elle est un peu garçonne elle-même, et le prince charmant, en fait, ça va être le fameux Paolo, qui est le fils du jardinier, qui va lui rentrer dedans et qui va être sans gêne. Donc, ils vont vraiment se disputer. Et donc là, on va se rendre compte que la rencontre avec le prince charmant ne se passe pas du tout comme dans les contes, mais passe par le conflit, en fait. Mais comme je disais, grâce au langage des fleurs, on va deviner, en analysant le livre, qu'il y a des sentiments beaucoup plus profonds d'un enfant envers l'autre. Quand une image est finie, je la mets dans le projet, donc c'est le cas ici. Voilà une image où la grand-mère et la petite fille se rendent compte que la boutique est fermée, et donc cette image a complètement sauté, parce qu'en fait, quand on fait un livre, on doit respecter le multiple de 8, puisque un livre, c'est une grande page pliée en 8, donc forcément, on a soit 32 pages, soit 48 pages, enfin, c'est un multiple de 8, et donc des fois, il y a des pages qui doivent sauter, ou des fois, on doit en rajouter. Et ça, c'est une page qui avait sauté. Alors voilà, donc ça, j'avais préféré garder celle-là, qui était quand même plus didactique, parce que moi, quand je fais un livre, je m'intéresse vraiment à l'enfant qui est au fond de la classe, qui ne comprend rien. Un peu comme moi, quand j'étais petit, j'avais beaucoup de mal à comprendre un peu ce que me disait la maîtresse. Pourtant, c'était des choses très simples, mais il fallait vraiment que je sois en connexion pour comprendre. Donc quand je fais un livre, j'essaie d'être en connexion vraiment avec l'enfant qui va avoir des difficultés à comprendre. C'est un peu ça mon idée de départ, c'est-à-dire avoir des histoires avec beaucoup de références, mais qui s'adressent vraiment à tous les enfants. Et je veux surtout pas que ce soit élitiste, mais que ce soit vraiment le plus grand public possible. Voilà, donc là, c'est vraiment quand je fais les minuscules dessins comme ça. Donc là, ça s'appelle un cabochon. Dans le monde de l'illustration, un petit dessin entouré de blanc, c'est un cabochon. Donc avant de faire le vrai cabochon, je fais un petit dessin vite fait comme ça. Et à côté, je mets le dessin, le crayonné. On voit les carreaux bleus parce que en fait, quand je recopie en fait, mon architecture que j'ai imprimée sur une feuille en 3D, je fais la technique de la mise au carreau. Donc généralement, j'imprime un petit A4, je fais mon petit quadrillage à l'ancienne et je reporte ma composition architecturale sur le format demi-raisin et ensuite je pars à la peinture. Là, la petite fille perdue dans le labyrinthe, j'avais pas eu tout l'image, donc j'avais fait un petit crayonné rapide comme ça. Voilà, donc là c'est plus abouti, mais là je me rends compte qu'il y a beaucoup trop de texte à droite, donc l'éditeur va râler. Donc il va falloir soit que je balance du texte en haut ou en bas, soit que je coupe des phrases ou que je simplifie. Parce que aujourd'hui, la grande tendance dans les albums illustrés pour enfants, c'est d'avoir le moins de texte possible, parce que les parents, et moi le premier, c'est quand je choisis un livre pour mes filles le soir, tu me lis une histoire? Oui. Alors ça, j'ouvre? Non. Parce que déjà, voilà, il est 21h, j'ai envie de dîner, j'ai envie de faire autre chose. Donc je vais bien raconter un livre, mais j'ai pas envie de lire pendant une demi-heure. Donc voilà, c'est très compliqué parce que moi, quand j'ai envie de raconter mon histoire, j'ai envie de tout dire. Et c'est très dur d'enlever des parties. Mais je sais que les parents, quand ils sont dans la boutique, dans la librairie, qu'ils ouvrent le livre et qu'ils voient qu'il y a trop de texte, ils peuvent refermer le livre. Voilà, donc là, par exemple, c'est un peu un gros pâté de texte. Donc il a fallu changer, voilà, raccourcir, ou même changer la mise en page. Alors là, je ne sais même pas ce qu'il va y avoir, donc point d'interrogation. Voilà. L'image de la serre, voilà. Donc vous voyez les différences. Hein. C'est vraiment les tout petits croquis très mal faits.
Là, donc, il y a quand même une perspective. Donc, avec les jardins qui sont inspirés de Villandry, Château de la Loire, où il y a des très beaux potagers comme ça. Donc, et où j'aime bien, dans une même image, faire les enfants dans différentes positions. Ça, c'est un peu du monde du dessin animé. On n'a qu'un seul décor, mais je dis 2 scènes différentes. Voilà, alors là, il y a un exemple. Voilà une version 3D. C'est une des images que j'ai gardées en fait. Aujourd'hui, ça fait longtemps que j'ai pu travailler comme ça, donc j'ai plus trop de logiciel 3D. Mais une image de 3D Studio qui montre en fait mon cadrage de jardin, le labyrinthe d'eau, enfin la spirale d'eau en fait, qui fait le tour comme ça. Et en fait, en faisant ça, je me suis dit, mais si je fais un plan si large, les enfants au milieu, ils vont être minuscules. Donc, il va falloir trouver une autre solution. Donc, j'ai fait autre chose et j'ai complètement changé mon jardin. Parce que là, c'était vraiment à Villandry. Si vous y allez un jour, visiter le château de la Loire, vous avez les 4 jardins comme ça qui symbolisent les quatre amours différents. Donc, vous avez l'amour. Alors, bon. Là, il y a les couteaux, les triangles, ça symbolise les couteaux, donc c'est l'amour passion, donc avec le couteau en fait de l'amour passionnel. Là-haut, c'est les éventails, c'est l'amour plutôt poétique. Là, il y a les larmes, les gouttes des larmes, c'est l'amour malheureux. Et là, il y a l'amour fusionnel en fait des 2 cœurs entrelacés. Donc ça, c'est assez. J'étais vraiment inspiré de ça, mais c'était trop compliqué à cadrer dans l'image, donc j'ai dû complètement tout redessiner. Voilà. Et le livre se poursuit comme ça. Donc là, je vois vraiment comment est-ce que ça s'organise jusqu'à la fin. Et une fois que c'est validé par l'éditeur, après, je continue mes dessins et je modifie texte et dessin jusqu'à la fin en fait, du temps qui m'est imparti. Jusqu'au bout du bout, on retravaille les mots. Et même des fois, quand on n'est pas d'accord avec l'éditeur, il fait voter les collègues de la maison d'édition pour savoir quelle formule on choisit. Des fois, je suis persuadé d'avoir raison. Et eux, ils me disent que non, ça ne fonctionne pas. Je dis, mais si, bon, finalement, tu avais raison, en fait, on garde ta formule. Ah, merci. Voilà. Et c'est fini, et ça finit comme ça. Donc là, on a vraiment le livre dans son architecture en travaux, quoi. Je ne sais pas si vous avez des questions encore. Oui. Qu'est-ce qui a fait que vous vous êtes tourné tout de suite, si j'ai bien compris, vers les albums jeunesse? Puisque même avant de rentrer aux Arts Déco, c'est ça, vous avez présenté des plans jeunesse pour y entrer? Ou j'ai pas bien compris? Alors, aussi aux Arts Déco, en fait, dans les 20 planches que j'ai présentées pour entrer dans l'école, il y avait ces grandes images à la gouache que j'ai montrées au début. C'était très architectural, c'était pas forcément jeunesse. Il y avait effectivement 1 ou 2 planches d'illustration, dont celle avec la petite fille, qui faisait référence à l'univers jeunesse, mais il y avait aussi un travail de photo, mon travail de peinture de paysage, il y avait du dessin d'espace beaucoup plus architecture, du dessin d'observation qui n'avait rien à voir, des dessins de nus, des fusains, donc en fait, voilà, c'était pas forcément... Ça faisait partie des possibilités, mais je m'étais pas vraiment dit, tiens, j'aimerais faire un livre jeunesse. Non. C'est vraiment dans l'école, en essayant les techniques d'image imprimée, et grâce à mon projet de fin d'études, Jeux de piste et volubilis, que je me suis dit, tiens, ça pourrait vraiment fonctionner, et voilà. Mais donc c'est après Bac+5 que j'ai pris une décision du métier que je voulais faire. Donc quand je vois par exemple les lycéens en première qui sont stressés, ils ne savent pas quoi faire plus tard, moi, je leur dis mais attendez, mais vous avez le temps. Même moi, 5 ans après mon bac, je ne savais toujours pas ce que je voulais faire. Tellement en plus les arts décoratifs sont ramifiés. Voilà, il y a plein de métiers possibles. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce que vous, par exemple, vous vous destinez à être des architectes, donc DPLG, hein, c'est comme ça qu'on dit? Alors maintenant, on dit HMO-NP, mais oui, c'est ça. Donc des architectes qui vont vraiment travailler en agence. Alors, il y a de tout. Qui se destinent vraiment à ça, se dit, je suis rentré avec ça et je ferai vraiment ça au bout. Donc il y a Louis, là-bas aussi. Et les autres, c'est quoi? Vous êtes en archi, mais vous ne savez pas forcément vers quoi ça peut mener, c'est ça? Il y a plein de façons d'être architecte, c'est ça? Pour moi, dans l'idée, ce serait de l'urbanisme. Et moi, je suis plus du côté artistique aussi. Je viens d'un lycée artistique et du coup, j'ai un peu du mal à savoir doser entre archi et artistique. Donc, ouais, ça flotte encore. Je ne sais pas trop où je vais aller. J'aime bien la rénovation, mais on verra. Eh ben, n'oubliez pas qu'il y a la possibilité, c'est de créer des ateliers jeunes publics en architecture. C'est un truc qui est très recherché et vachement intéressant. Et c'est une possibilité.
voilà, en étant architecte, de faire ça. Alors moi, c'est vrai que je ne l'ai pas dit, mais j'ai un papa qui est architecte, qui a eu 5 enfants. Aucun de ses enfants n'est devenu architecte. Donc, en faisant tous ces livres un peu autour de l'architecture, il y a un peu, je pense, inconsciemment, une reconnaissance, hein, une recherche de la reconnaissance du père, parce qu'on a un peu l'impression que mon père, c'est un peu l'architecte génial qui a une vie qui est parfaite, et que nous, on est un peu, on est tous des nuls. On a un peu ce sentiment-là. Donc, je pense que le fait d'avoir choisi de faire un premier livre pour enfants en rapport avec l'architecture, c'est aussi un message inconscient de dire, tu vois papa, je ne suis pas devenu architecte, mais mon premier bouquin parle d'architecture. Et mon petit frère, hein, c'était assez conflictuel avec mon père, hein, mon dernier petit frère qui a 30 ans, lui il est parti dans la mode, mais il est passionné par l'architecture et il a un compte TikTok où il s'intéresse à l'architecture brutaliste et il fait énormément de photos d'architecture. Et je pense que c'est aussi, alors il ne le reconnaît absolument pas, mais c'est aussi un moyen pour lui de dire, regarde papa, tu vois, moi aussi je m'intéresse à l'architecture, même si je ne suis pas devenu architecte. Donc c'est beaucoup ce lien par rapport au père. Comment faites-vous pour inventer vos personnages? Alors, les personnages, comment je fais pour les inventer? Par exemple, c'est tout simple. Là, tu vois Flora, on la voit, voilà. Et ben en fait, symboliquement, dans le livre Vers secret, elle s'appelle Flora. Flora, c'est la déesse de la nature, c'est la déesse des fleurs, d'accord? Donc elle-même, elle est une fleur. Elle-même, et la fleur, en fait, c'est la marguerite, parce que la fleur qu'elle a ramenée, qui sort de son sac, c'est une marguerite. Donc elle-même, elle est aux couleurs de la marguerite. Elle a une robe blanche, elle a une tête jaune, et elle a un pied qui est vert, comme la marguerite. Voilà. Ensuite, elle s'appelle Flora, parce que c'est la déesse de la nature et des fleurs, mais j'ai aussi, moi, une grande sœur qui s'appelle Flore. Donc il y a aussi de l'inspiration par rapport à mes propres frères et sœurs. Paolo, donc rien à voir, lui, il a un jean avec de la terre. Est-ce qu'on le voit un moment? Je ne sais pas si on le voit. Mais lui, il incarne en fait, il incarne la terre. Voilà, symboliquement. C'est le fils du jardinier. Donc il a toujours de la terre sur le jean. Voilà, en fait, on va peut-être même pas le voir. Il a de la terre sur le jean. Il a un jean troué. Donc il incarne la terre. Et c'est pour ça qu'à la fin, les enfants découvrent la fontaine. Donc en fait, il y a la terre, il y a la fleur. Pour que la fleur pousse, il faut de l'eau. Donc c'est pour ça qu'ils découvrent de l'eau à la fin. Donc une relation en fait de sens entre les personnages et la découverte. Donc voilà, je ne sais pas si ça répond à ta question, mais généralement je crée mes personnages, j'essaie de réfléchir justement à toutes ces questions. Voilà, comment ils sont habillés, il faut éviter les clichés, il faut éviter, voilà, c'est pas parce que là je voulais justement jouer le garçon Paolo a les cheveux plus longs que Flora la fille. Voilà, pour jouer un peu comme ça sur les idées reçues qu'une fille n'a pas forcément les cheveux longs. Mais pourtant, ça peut quand même avoir une robe. Voilà. Et elle peut être courageuse. Voilà, ça, c'est à la fin du livre. Donc là, c'est en fait la tour que regarde la déesse. En fait, et là, c'est Flora qui comprend que la tour, c'est la tour d'un jeu d'échecs. Dans le coin, regardée par le regard de la statue. Donc la déesse, c'est Vénus. Voilà, par rapport au mythe de la naissance de Vénus, que j'utilise beaucoup dans mes livres, même dans Vers secret. La première image, c'est cette image-là. Donc là, vous avez reconnu, en fait, c'est une statue de Falconet, l'amour menaçant. Donc c'est l'amour qui fait comme ça avec son doigt, attention, attention. Et en fait, en bas, on a les sacs du petit garçon et la petite fille, au pied de la statue de l'amour menaçant. Attention, voilà. Ils reviennent d'ailleurs dans plusieurs livres, Flora et Paolo. Voilà, à différents âges, on les retrouve comme ça, toujours sur cette thématique de la rencontre amoureuse et conflictuelle. Là, à un moment, Paolo veut faire un peu son beau, il pêche un poisson devant Flora qui est très impressionnée, sauf qu'il la lâche sans faire exprès. Elle se la prend comme ça en pleine figure. Et elle est « Mais t'es complètement débile !» Voilà, elle part furieuse. « Je retourne voir ma grand-mère. » Et là, il lui dit « Mais non, on avait dit qu'on était associés. Tu as 5 minutes pour revenir, 5 minutes. » Et 5 minutes, encore une fois, c'est une référence à Indiana Jones, quand il lui dit « Dans 5 minutes, tu seras à ma porte. » Bon, c'est toujours ce petit lien comme ça. Bon, ça, c'est vraiment personnel, hein. Ça, je ne le dis pas d'habitude, mais c'est que moi, quand je fais le livre, je m'amuse comme ça avec les références de quand moi j'étais enfant, pour essayer de mettre du sens. Et donc là, par exemple, voilà, il a 5 minutes, et donc là, on a les 5 cyprès qui forment la main pointue comme ça, qui menacent, en fait, du garçon un peu agressif, qui menace comme ça la fille. Et Flora va revenir et va se venger comme ça avec la gourde. Comme ça, elle va lui verser la gourde dans le cou, en fait,
où derrière, en fait, ils vont se rendre compte que la fleur, en fait, est le lézard du garçon, en fait, parce que le garçon, bien sûr, lui, il a une autre partie de la clé qui est une forme de lézard, et qui vont réussir comme ça à coincer la fleur dans la bouche du lézard, et ça va faire un objet qui est ce qu'on appelle une clé lyre, une clé de fontainier, qui va permettre d'ouvrir les fontaines qui n'ont jamais été mis en marche depuis le XVIIIe siècle. Donc, découverte extraordinaire. Est-ce qu'il y a d'autres questions? On va s'arrêter par là. Je vais dire à mon tour, comme l'a fait Chloé, un mot de remerciement. Mais avec plaisir. Pour cette présentation qui, en plus, était vraiment adaptée. Tu aurais pu te contenter de présenter les livres, mais on voit ce que tu as amené sur les ateliers, sur la réflexion, sur l'architecture, les allers-retours, etc. Donc, merci pour cet effort-là. Parce que je vous invite à découvrir les livres par vous-même, si un jour vous les avez entre les mains, à les lire, à les découvrir et à vous poser toutes les questions. Voilà, que je ne vais pas vous donner les réponses sinon ça n'a plus d'intérêt. Donc, ce qu'il y a dans les livres, il vaut mieux le découvrir par vous-même. Mais là, vous avez vu un peu les processus de création, les inspirations, et surtout ce que le livre jeunesse aujourd'hui peut faire et peut avoir comme puissance et comme force en fait, dans une société comme chez nous en France, ou comme en Corée, ou comme dans les pays qui ont décidé que le livre jeunesse était vraiment le pilier, la base de l'éducation. Alors, je partage complètement. Alors, ce que tu dis sur essayer de voir ce qu'il y a derrière le making-of, etc., c'est ce que j'ai essayé d'introduire tout à l'heure avec mes hypothèses, là. Et puis, sur l'attention apportée aux enfants, à l'éducation, y compris pour les architectes. Donc, je rappuie sur les ateliers. Ici, on a une ancienne étudiante qui a travaillé pour Chic de l'Archi à Lyon, qui fait des ateliers de sensibilisation. Alors, elle n'y est plus maintenant, mais voilà. Mais c'est vraiment des publics importants parce que vous construisez pour les gens, enfin pour un peu de temps, donc pour les enfants qui seront les adultes de demain. Donc ça, c'est important. Et je sais de retour d'expérience qu'elle me disait cette étudiante, c'est on pense amener des choses aux enfants par la sensibilisation et en retour, pour notre métier d'assistant architecte, on est complètement bouleversé par ce qu'ils peuvent nous dire et ça infuse et ça fait vraiment réfléchir. Donc j'aime beaucoup aussi ce propos sur la jeunesse et étant moi-même très fan de livres jeunesse, ça me parle complètement. Donc moi j'ai un prétexte pour en lire, hein. Il est là mon prétexte, vous l'avez vu, mais en fait j'adore ça. J'en achète des fois même pour moi-même avec le prétexte de les offrir, mais en fait parce qu'ils me plaisent à moi et puis voilà. Parce que là vous êtes étudiante, vous n'avez pas encore d'enfants j'imagine, mais ça Ouais, bientôt, voilà. Mais j'ai la chance que tous mes livres depuis 2006 soient encore publiés. Donc ça c'est quand même une chance grâce à Sarbacane, qui sont fidèles, où il y a des fois où on sort un livre, il dure 2 ans, après il disparaît. Moi j'ai la chance que mes livres soient toujours disponibles. Donc j'espère que dans 5 ou 6 ans, quand vous commencerez on va dire, à transmettre, à vous reproduire, voilà, et bien mes livres sont toujours là pour transmettre votre goût de l'architecture à vos enfants. Et alors je termine sur 2 infos, d'organisation. Je crois que tu es présent sur les stands de la fête du livre demain et après-demain. Je me trompe peut-être, non? Alors demain, il y a eu. Alors c'est assez curieux ce qui se passe parce que d'habitude, on voit beaucoup les scolaires. Mais là, je ne vais pas à l'école demain, je vais devant des boutiques pour peindre des décorations de vitrines. Voilà, c'est ce qui a été demandé en fait dans le salon du livre. D'accord. Donc demain, entre 10h et midi et entre 17h et 19h, je serai dans le centre-ville, je pense autour du salon, en train de décorer des vitrines. Je ne sais pas trop ce qui m'attend, c'est assez curieux. Et ensuite, je serai sur le salon samedi, dimanche, et certainement demain entre midi et 2, pour dédicacer sur mon stand. Donc les stands jeunesse, ça va être place Chabanel, si vous voulez retourner voir ça. Alors pour les vitrines, on a beaucoup de logements, de rez-de-chaussée vacants à Saint-Étienne du fait de la décroissance de la ville. Peut-être que c'est sur des choses vacantes qui font comme ça des ambiances un peu particulières, et peut-être que c'est pour booster ou pas, ou peut-être que c'est vraiment chez des libraires. Je suis curieux de voir. Avant l'été, on m'a envoyé des photos de vitrines, notamment un magasin de chaussures. Donc dans ma tête, je me suis dit, bon, magasin de chaussures, qu'est-ce que je pourrais faire? Tac, donc je pensais à Cendrillon. Oui, Cendrillon. Et puis après, je me suis dit, ah, mais c'est Halloween, donc il faut. Ah, mais le carrosse, c'est une citrouille. Donc les choses essaient de s'imbriquer comme ça. Donc j'ai dit, bon, il me faut des Posca, parce que voilà, donc j'ai acheté des Posca orange. Et voilà, après, ça va être beaucoup d'improvisation. Donc n'hésitez pas à venir me voir. J'ai les boutiques, hein, je peux vous dire, si vous voulez passer comme ça. Je veux bien, ouais. Je vais vous dire exactement où je serai, je crois que c'est marqué. Sous les arcades de l'hôtel de ville. Okay. Voilà, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. En face de l'office du commerce. Voilà, midi 14h. Et voilà, midi 14h, première vitrine. 17h, 19h, ça fait que 2 heures, donc en plus, il va falloir dessiner très vite. Je ne sais pas du tout ce que je vais faire, quoi.
Ils appellent ça une performance. Alors, il y a une toute petite question qui a été oubliée. Comme je favorise, normalement, c'est fini les questions. Mais bon. Quel est votre livre préféré? Des livres que j'ai faits, eh bien, mon livre préféré, c'est comme je t'ai dit, celui que je vais faire, parce que mon livre préféré, c'est toujours le prochain que je vais faire. Tu vois, parce que comme il n'existe pas, il est encore dans ma tête, il est parfait. Et après, il faut malheureusement le fabriquer en vrai. Donc ça, c'est beaucoup de travail. Et une fois qu'il est fait, eh ben, il est toujours un peu moins parfait que ce que j'imaginais. Donc mon livre préféré, c'est toujours le prochain. Et donc là, ce sera Mon passage secret 2. Voilà, les ruines mystérieuses. Et ça va commencer par un vrai château qui existe près de Bordeaux. Un petit garçon qui voit son grand-père malheureux. Son grand-père doit vendre le château parce qu'il n'a plus assez d'argent pour l'entretenir. Et le méchant maire du village veut le racheter pour en faire un centre de loisirs et spa. Et le petit garçon dit à son grand-père: mais enfin, papy, si on trouvait le fameux passage secret dont tu me parles depuis toujours, et ces fameuses ruines mystérieuses. Et le grand-père dit: mais enfin, ce n'est qu'une légende que mon propre grand-père me racontait. Il n'y a jamais eu ça ici. Et là, le petit garçon va brandir le livre Mon passage secret. Mais regarde, j'ai ce livre, où dans ce livre, il y a 2 enfants qui sont vachement doués pour trouver le passage secret. Si on les appelait, donc le petit garçon va appeler moi, en l'occurrence, parce que donc ça, on a discuté avec l'éditeur, parce qu'en principe, c'était l'éditeur, mais l'éditeur ne voulait pas être cité dans le livre. Donc du coup, le petit garçon va appeler l'auteur. Et Lise et Louis, de Mon passage secret, vont débarquer en taxi dans le château. Alors, c'est parti. Ils ont avec des lampes frontales, et ils vont chercher partout les passages secrets. Et à chaque fois qu'ils vont commencer à découvrir une possibilité de passage secret, il y a le maire qui va débarquer et va dire: hep, descendez de là tout de suite, vous êtes dans ma future cave à fromage. Touchez pas à ça. Donc ils vont commencer à voir dans un puits, ils vont commencer à descendre dans un puits. Là, il y a un truc, remontez, c'est le puits qui va alimenter l'eau de mon futur spa. Et à chaque fois, en fait, qu'ils vont être proches de la découverte, il y a toujours le maire qui va les interrompre, jusqu'à ce que, moi je dis pas la suite, voilà. Mais il y aura encore comme ça une... Bon, on a hâte, au moins 2. Et alors, l'autre info que je voulais donner, c'est que donc l'expo est vernie au-dessus, donc il y a un coup à boire. Le bar est ouvert, comme dirait notre directeur habituellement. Et après une micro-pause, évidemment, après tout ça. Mais on peut se retrouver au-dessus Jessica, dans 10 minutes. Pardon ? Dans 10 minutes, le traiteur est arrivé, a déjà mis en place. Formidable. Donc il y aura de quoi manger, puisque vous n'êtes pas nombreux, donc profitez. Merci beaucoup.